Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Chaque jour sur Terre. Vous le remarquez, accompagné toujours aujourd'hui de notre directrice de recherche, Lama Faki. Bonjour Lama. Bonjour. On est ensemble aujourd'hui pour avoir une discussion en fait extrêmement intéressante concernant l'actualité des derniers jours, des dernières semaines, on pourrait ajouter, alors qu'on a bien sûr la question de la reconnaissance de la Palestine qui refait surface dans l'actualité, alors que la France, d'abord, une initiative française vraiment qui a coalisé un certain nombre de pays, incluant le Canada et le Royaume-Uni, qui s'apprêtent vraiment à poser un geste de rupture diplomatique avec bien sûr les États-Unis, avec Israël plus largement, alors que depuis des années, on avait résisté à la question de la résistance, on avait résisté à la question de la reconnaissance palestinienne, plaidant tout un ensemble de facteurs qui étaient tout à fait légitimes. Aujourd'hui, on a donc un changement de posture majeur de la part de ces pays. Je pense que c'est une merveilleuse opportunité de discuter des enjeux géopolitiques derrière ça, des questions historiques, culturelles, de qu'est-ce qui nous amène à cette posture aujourd'hui et à qu'est-ce qu'implique la reconnaissance de la Palestine. Alors, une discussion en profondeur avec Lama là-dessus. Je pense que d'emblée, j'aimerais entendre ton opinion sur, lorsqu'on parle de la reconnaissance de la Palestine par ces trois États spécifiquement. En quoi c'est important? Est-ce que c'est important d'abord? Oui, Benjamin, bonjour. Alors oui, c'est important, c'est très important diplomatiquement parlant, parce que ces États-là étaient réticents à la reconnaissance d'un État palestinien. Et là, on annonce qu'en septembre, ce sera le cas, notamment de la part de la France. Et donc, en fait, la France a entraîné d'autres pays avec elle, notamment la Grande-Bretagne, qui, je rappelle, était très proche d'Israël, qui est l'auteur de la déclaration Balfour, qui a accordé ce qu'on appelle un foyer national juif aux Juifs en Palestine, et des États-Unis. Et donc, en fait, je pense que diplomatiquement, c'est très important, mais malheureusement, ça ne change rien sur le terrain, d'autant plus que ces États-là ne parlent pas de génocide, ces États-là ça ne prévoit pas de sanctions à l'encontre d'Israël. Donc, diplomatiquement, c'est très important. Après, je pense que aussi, pour la France en particulier, pour Emmanuel Macron, c'est aussi des considérations politiques intérieures, parce que on a de plus en plus une opinion publique française qui est acquise à la cause palestinienne, qui dénonce tout ce qui se passe sur le terrain en Palestine. Et donc, je pense que c'est important pour la France diplomatiquement à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle intérieure. Et il y a autre chose aussi qui est quand même important à signaler. Donc, on a vu que la France, avec l'Arabie Saoudite, était comme des coparrains pour mettre en œuvre cette solution à deux États. Et je pense que ça pourrait être aussi une sorte de troc diplomatique entre l'Arabie Saoudite et la France, dans le sens où la France reconnaîtrait un État palestinien et en contrepartie, l'Arabie Saoudite reconnaîtrait officiellement l'État d'Israël, chose qui n'est pas encore faite, même s'il y a des relations sous la table entre les deux pays. Donc, essentiellement, la France est en train de prolonger les accords d'Abraham à la place de Washington. C'est ce que l'avenir nous dira, on verra. Parce que la question de la normalisation avec Israël, avec l'Arabie Saoudite quand même, est là depuis un certain temps. Toi, tu y vois donc une fenêtre d'un quiproquo, si on veut, entre la France et l'Arabie Saoudite. Ça pourrait l'être. Mais il y a certainement une possibilité. Là-dessus, maintenant, pour ce qui est de l'appui des pays occidentaux, tu mentionnes les pays occidentaux, disons-le clairement, plutôt le trio là, de France, Royaume-Uni, Canada. Est-ce que tu penses que ça pourrait en amener d'autres? Je pense aussi, pardon, je te coupe la parole, mais c'est globalement le G7. On voit que l'Italie n'est pas loin, le Japon n'est pas loin, donc ce serait comme que l'Allemagne et les États-Unis qui seraient un peu isolés dans l'affaire. C'est là que j'en viens. Crois-tu qu'ils pourraient y venir justement pour éviter une posture d'isolement un peu embarrassante? Ça me semble compliqué. L'Allemagne a une politique pro-israélienne qui est très, très particulière, très singulière en raison de toute l'histoire, qui est assez pesante. Et les États-Unis, bon, c'est l'allié numéro 1 d'Israël, donc je ne pense pas qu'on serait là. Mais ça, c'est l'autre élément. J'avoue que là-dessus, j'ai pas le choix d'apporter un peu de nuance parce que on célèbre actuellement, spécifiquement, bien sûr, du côté des appuis de la Palestine, on célèbre des appuis internationaux qu'on estime extrêmement importants
considérables, vraiment des tremblements de terre là, dans la politique étrangère de ces pays, d'y aller avec une reconnaissance de la Palestine. Maintenant, il faut mettre un peu de nuance parce que à peu près tous ces pays, ou du moins à l'exception de la France, il faut le dire, là, le Royaume-Uni et le Canada ont mis des conditions à la reconnaissance de la Palestine qui sont loin d'être claires, d'être entièrement accomplies d'ici l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est peut-être un peu de leur part une forme de pression pour que le gouvernement israélien baisse un peu d'un ton. Je ne sais pas si le Canada et le Royaume-Uni en particulier iront jusqu'au bout. Et dans l'éventualité où on rate cette fenêtre un peu, j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de crédibilité là-dessus. Parce que vois-tu, les Français, ils nous ont déjà fait le premier coup en juin, si je me souviens bien. En juin, Macron nous avait dit, bon, précédemment, plusieurs semaines à l'avance, avait télégraphié son geste, allait dire qu'il allait d'une reconnaissance de la Palestine si jamais X, Y, Z, on avait mis aussi un ensemble de conditions et on avait tout simplement abandonné. On avait regardé dans l'autre direction, l'Assemblée générale de l'ONU est venue, est passée et rien ne s'est produit. Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui que ces États, justement, sont juste en train de négocier essentiellement avec Israël pour calmer un peu la situation, arriver à une espèce de détente, au moins sur la situation humanitaire là, à Gaza? Oui, oui, oui. Je pense que ça peut être possible. Et puis, je pense aussi que malheureusement, ça ne change rien sur le terrain à la situation militaire et humanitaire qui est catastrophique. Et quand on parle, ce que tu me dis, ça change rien. Je pense que ça nous amène à avoir une discussion sur l'État de Palestine lui-même aussi, plus directement, parce que là, on parle de la reconnaissance. C'est extrêmement flou à savoir qui est-ce qu'on reconnaît exactement. Extrêmement flou en faire. C'est un énorme point d'interrogation lorsqu'il est question de la frontière elle-même, de quelle est la configuration de cet État palestinien. Est-ce qu'on parle de la Cisjordanie? Si oui, est-ce qu'on inclut des territoires occupés par Israël actuellement? Sinon, c'est une forme de reconnaissance des territoires occupés d'une certaine manière comme étant une propriété israélienne, une souveraineté israélienne. Ensuite, Gaza, là-dessus, on a des gros points d'interrogation. Puis tu me parlais de l'Arabie saoudite tout à l'heure. Un des gros, un clin d'œil qui nous a été donné par les membres de la Ligue arabe cette semaine à travers une déclaration qui a été appuyée par l'unanimité. Les 22 membres de la Ligue arabe ont appuyé un appel au Hamas à se désarmer et à remettre les armes à l'autorité palestinienne. Donc, on a comme un gros clin d'œil de la part des États arabes qui nous disent qu'il y a, du moins sans une reconnaissance, disons, de la souveraineté de l'autorité palestinienne sur Gaza, on a, disons, une reconnaissance de leur primauté dans le processus de reconnaissance puis de création d'un État palestinien. Donc, qui est le rôle de qui là-dedans? Là? Qui va faire quoi? Alors, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement ambigu, c'est flou, c'est difficile parce que l'autorité palestinienne d'une part et le Hamas s'étaient livrés à une guerre fratricide dans laquelle le Qatar était intervenu pour calmer le jeu. Mais en fait, je pense que pour comprendre tout ça, là déjà c'est très flou. J'ai pas de réponse à te donner concernant qui prendra quoi, mais en tout cas c'est pas le Hamas et l'autorité palestinienne n'a vraiment aucune prérogative sur le terrain. Mais si tu le permets, je pense que c'est l'occasion quand même de faire une petite, grande, longue digression historique pour comprendre un peu tout ça en fait. Parce que oui, on parle de la solution à deux États, mais est-ce crédible? Quel État, quelle autorité, quelle prérogative, quel statut, quelle frontière? Donc tout ça, c'est extrêmement, je vais pas dire flou, mais personnellement, je suis pas optimiste. Et comme scénario final, à ce moment, t'imagines, dans l'éventualité, on décide aujourd'hui, effectivement, on se retrouve en septembre avec une reconnaissance par les pays, la France, le Royaume-Uni et le Canada. Les trois décident d'y aller, advienne que pourra. On reconnaît effectivement l'existence d'un État palestinien. Et si je me mets à leur place, il y a vraiment moyen de le faire. Là. Il y a moyen de faire une reconnaissance d'un État palestinien sans écrire nulle part qu'est-ce que sont les frontières, sans écrire nulle part qu'est-ce que sont... Il y a plein de trucs comme ça qui sont pas définis. Vous avez le Maroc avec le Sahara occidental. Il y a moyen d'avoir ce genre d'ambiguïté qui peut durer très longtemps. Ça existe déjà. Peut-être que c'est ça l'intention, d'y aller juste d'une reconnaissance purement symbolique pour mettre la pression sur les États-Unis, sur Israël. Oui, mais ce que je disais, c'est que ça ne changera rien sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà environ 150 pays qui ont reconnu
la Palestine, le droit inaliénable à la liberté, au droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes, l'Assemblée générale elle-même, d'accord, mais sauf que l'Assemblée générale, ça n'est pas le Conseil de sécurité, il n'y a aucune contrainte. C'est juste, comme tu dis, c'est symbolique. Donc, si on remonte dans l'histoire déjà, quand tu prends 1974, donc en 1974, l'OLP obtient un siège à l'Assemblée générale. C'est d'abord un siège d'observateur et donc en fait l'OLP, donc qui est l'Organisation de libération de la Palestine, est à l'époque considéré comme étant le représentant légal, légitime du peuple palestinien. Et d'ailleurs, cette reconnaissance, elle est intervenue après le très célèbre discours de Yasser Arafat, dans lequel il disait, donc il est devant la tribune de l'Assemblée générale, et il dit « Je suis venu avec un rameau d'olivier dans une main et un fusil dans l'autre main. Ne faites pas tomber le rameau d'olivier. » Donc, c'est un discours qui est très symbolique où il a insisté, je t'enverrai la vidéo, où il a insisté 3 fois en disant « Ne faites pas tomber le rameau d'olivier de ma main. » Et donc, c'est à l'issue de ce discours-là, devant l'Assemblée générale, que les droits du peuple palestinien sont reconnus, donc à l'autodétermination, à l'indépendance, et aussi ce statut d'observateur aux Nations Unies. Après ça, il y a une autre étape importante qui est 1988. Donc 1988, il y a une conférence à Alger, donc c'est un conseil palestinien, je me souviens plus exactement c'est quoi le nom, mais c'est en fait comme un parlement palestinien qui se tenait à Alger et dans lequel Yasser Arafat va proclamer l'indépendance de l'État palestinien. Indépendance d'un État palestinien où pour la première fois de façon implicite, indirecte, il reconnaît l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que il proclame les frontières de 1967. Et je vais t'expliquer, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, où il confirme l'État palestinien et proclame l'État palestinien dans les frontières de 1967. D'ailleurs, le texte, c'est un très beau texte pour ceux qui sont arabophones, qui est écrit par le célèbre poète Mahmoud Darwish. Et donc, en fait, là, c'est important, c'est un point important parce que immédiatement, fin 88, on avait plus de 70 États qui reconnaissaient déjà l'État de Palestine. Puis intervient 2012 et là, c'est vraiment un tournant parce que en 2012, l'Assemblée générale, encore une fois, va accorder à la Palestine le même statut que le Vatican, en fait, État observateur non membre. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que l'État palestinien a le droit, par exemple, de rejoindre les différentes agences de l'ONU. L'État palestinien, je dis État, mais c'est pas le mot, c'est pas la formulation des Nations Unies. Mais en tout cas que l'entité palestinienne ou, comment on appelle ça? L'autorité palestinienne, voilà, a la possibilité, par exemple, de recourir à la Cour pénale internationale. Donc, tout ça, c'est important parce que il y a une marge de manœuvre qui est quand même accordée à cette entité-là, qui n'est pas encore un État, mais bon, qui représente le peuple palestinien. Donc, même si ils ne peuvent pas voter, ils peuvent quand même adhérer aux agences, signer des traités. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 150 États, c'est pas négligeable, qui reconnaissent justement le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et cet État palestinien. Maintenant, ça nous apporte tout un problème quand même si on prend pour acquis donc la reconnaissance internationale, ou du moins que le début de reconnaissance internationale à l'ONU, dans les institutions internationales, a été fait sur la base d'une proclamation sur les frontières de 1967 qui n'existe plus. On se retrouve quand même avec un énorme problème. Donc, est-ce que c'est une forme est-ce que c'est une forme aujourd'hui on exprime notre désir de retourner aux frontières de 1967 et qu'on reconnaît les revendications palestiniennes à l'égard du territoire sur ces questions spécifiques? Alors, ou est-ce qu'on recommence à zéro et qu'on relance un nouveau processus? Ça me semble la seule formule réaliste et pratique et pragmatique aujourd'hui, considérant l'état de la situation sur le terrain.
si on décide, par exemple, d'y aller à 1967, si je le comprends bien, c'est qu'à ce moment, on revient avec le plateau du Golan syrien, qui a été acquis dans les années 80. Qui a été annexé en 81, qui a été occupé en 67, annexé en 81. Tu as beaucoup de régions à l'intérieur d'Israël comme ça. Là, on reconfigure la carte d'Israël lui-même. Exactement, ça demanderait soit un conflit violent, une force militaire quelconque qui imposerait ça. Mais c'est ce que je veux dire parce que ça me semble pas réaliste d'y aller avec une reconnaissance sur des frontières qui n'existent plus. Donc là-dessus, on se relance dans un nouveau processus qui m'amène à l'autre question, à dire, bon, tu as mentionné tout à l'heure l'écart énorme qui existe quand même entre la réalité politique et la réalité sur le terrain, notamment entre le Fatah, l'autorité palestinienne, le Hamas. Il y a quand même énormément de dissensions là-dessus. Même les gens cisjordaniens qui ont un certain rejet de l'autorité palestinienne. Donc, on n'a virtuellement aucun interlocuteur crédible pour prendre le relais de la discussion là-dessus. On a vu les Arabes, donc la Ligue arabe, nous dire, pour nous, c'est l'autorité palestinienne. On part de ce point-là. Est-ce qu'on a des indications, des signes, des suggestions quelconques de la part des pays qui ont l'intention de reconnaître la Palestine? À qui ils parlent? Non, mais c'est ça en fait. On reconnaît l'État palestinien, d'accord, mais quel État palestinien, dans quelles frontières, qui, quelles prérogatives? Donc tout ça, c'est absolument flou. C'est très flou. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire avec mes étudiants à l'université et je leur montre cette fameuse carte. Je te la montrerai aussi. C'est une carte qui nous montre depuis avant 47, même pas avant 47, depuis avant le mandat britannique en fait, depuis le début du XXe siècle, fin XIXe siècle, à chaque fois, à chaque étape, épisode, guerre, comment est-ce que le territoire israélien grandit, le territoire palestinien rétrécit. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est complètement morcelé. Et donc, pour mieux comprendre tout ça, je pense que c'est bien d'expliquer comment on en est arrivé là. Parce que sinon, oui, c'est facile de dire solution à deux États, mais encore, il faut comprendre que c'est pas facile. Il y a une impasse. Donc oui, aujourd'hui, les Arabes revendiquent les frontières de 67, mais avant, on leur avait donné plus que ça et c'était inacceptable pour eux. Donc, si je peux me permettre, je pense que ce serait bien quand même de remonter au 19e siècle. On a la Palestine qui est une partie de l'Empire ottoman. Au 19e siècle, c'est un empire qui est agonisant, c'est un empire qui est mourant. On a ce qu'on appelle la question d'Orient où les États européens se mêlent beaucoup des affaires de l'Empire ottoman et ils ont beaucoup d'appétits territoriaux sur l'Empire ottoman. Et parallèlement à ça, en Europe, on a un antisémitisme qui est explosant. On a notamment en Europe de l'Est, on a des pogroms à l'encontre des populations juives. Et donc, on a cette idéologie sioniste qui se forme, qui est acquise aussi auprès des puissances occidentales et notamment de la Grande-Bretagne. Et donc, en fait, on a une immigration juive qui va commencer vers la Palestine. Pourquoi je te dis ça? Parce que cette immigration, elle est très bien organisée. Donc, ce qui va se passer, c'est que les institutions sionistes, il me semble que c'est le fonds, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, les institutions sionistes vont se charger d'acheter des terres. Alors, encore une fois, ça, c'est problématique parce que on a des terres en plein Empire ottoman avec des paysans qui travaillent dessus depuis des générations, mais qui ne sont pas enregistrés à leur nom, tout simplement parce que ces paysans-là n'ont pas envie de payer des taxes et des impôts, et ces paysans n'ont pas envie d'aller faire le service militaire. Donc, ils n'ont pas envie d'être appelés pour la conscription. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les agences sionistes vont arriver sur le terrain, ces territoires-là, ils vont être accaparés par des propriétaires terriens qui sont peut-être palestiniens, arabes, je ne sais pas, mais qui ne vivent même pas en Palestine, qui sont complètement détachés de la réalité sur le terrain, qui vont vendre ces territoires-là à des prix exorbitants aux institutions sionistes qui arrivent. Et de ce fait, les Palestiniens paysans vont être expulsés de leurs terres, injustement, légalement, mais injustement. Donc en fait,
on a cette situation où des terres sont accaparées, où on a à peu près à la veille de 1947, 6 à 7% des territoires en Palestine qui ont été rachetés par les agences sionistes. Évidemment, ils sont expulsés parce que les paysans palestiniens sont expulsés parce que si on les achète, c'est pour implanter dessus des paysans juifs, pour leur donner du travail, parce qu'on est déjà dans l'optique de fonder un État juif. Et donc, en fait, n'oublions pas la déclaration Balfour en 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale, à travers laquelle la Grande-Bretagne va octroyer aux Juifs le droit de mettre en œuvre, je reprends les termes de la déclaration, un foyer national juif en Palestine. Et donc, en fait, on est à cette situation-là au 19e siècle, début du 20e siècle. Début du 20e siècle, en Europe, c'est la montée des totalitarismes et donc on a un afflux massif des Juifs en Palestine de plus en plus important. On a de plus en plus d'achats de terres, si bien que il y aura une guerre. Je vais appeler ça une guerre civile, mais c'est ce qu'on appelle la révolte, la grande révolte en Palestine, où les Palestiniens en auront marre entre 36 et 39 et ils vont décider de se révolter contre cette immigration massive, contre cet achat de terres, si bien que même si leur révolte elle est réprimée, ils seront la Grande-Bretagne va décider en 1939 de limiter un peu l'achat de terres et d'immigration vers la Palestine. Mais on est en 39, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale et les choses ne vont pas se passer comme il a été décidé. Et donc, en fait, voilà, on est vraiment dans une situation qui est compliquée, qui devient de plus en plus compliquée à gérer pour la Grande-Bretagne. Et pourquoi je parle de la Grande-Bretagne ici? J'ai oublié de le mentionner parce que lorsque l'Empire ottoman va s'effondrer à la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne va être chargée par la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, pour être la puissance mandataire en Grande-Bretagne. Donc la France et la Grande-Bretagne se partagent les dépouilles de l'Empire ottoman. La Grande-Bretagne est chargée de ce qu'on appelle le mandat sur la Palestine. Et donc c'est comme ça que la Grande-Bretagne va gérer le territoire palestinien. Et donc, en fait, la Grande-Bretagne n'arrive plus, on est en 1947, la Grande-Bretagne se lave les mains, elle remet le dossier à l'ONU et elle dit « moi, c'est fini, je ne peux plus gérer ça, c'est extrêmement compliqué ». Donc, 1947, c'est une date importante parce que c'est la date de ce qu'on va appeler le plan de partage de la Palestine, donc la résolution 181 du Conseil de sécurité, où en fait, on va grosso modo accorder à peu près 56% du territoire aux Juifs et 44% aux Arabes. Alors évidemment, cette résolution sera rejetée par les Arabes, donc tous les Arabes, et notamment les Palestiniens. 1948 arrive, 14 mai 1948, proclamation de l'État d'Israël. On a une reconnaissance de cet État par pas mal de pays, au devant desquels les États-Unis, bien sûr, mais on a un rejet de la part des pays arabes qui vont lancer une guerre contre l'État israélien, ce jeune État-là, donc ce que l'État israélien appelle la guerre d'indépendance. Et donc, en fait, à l'issue de cette guerre, on va avoir à peu près 400 villages palestiniens qui sont complètement brûlés. On a à peu près 750 000 Palestiniens qui sont chassés de leurs terres. On a des massacres, etc. Ce qu'on appelle la Nakba. Et évidemment, donc ce sera une défaite cuisante pour les armées arabes. Le territoire palestinien va rétrécir encore une fois par rapport au plan de partage. Tout ça, on va le voir dans les cartes, et on va avoir un État israélien qui va s'agrandir. Donc ça, c'est une deuxième étape importante, 1948-49. Et donc, l'étape importante d'après qui va intervenir, donc je ne vais pas mentionner la deuxième guerre israélo-arabe qui est la crise de Suez, mais je vais mentionner directement 1967. Pourquoi 1967 est très important? Parce qu'en 1967, Israël va décider de lancer une guerre contre l'Égypte. C'était la grosse puissance arabe à l'époque. Je rappelle que c'est l'Égypte de Jamal Abdel Nasser, contre la Jordanie et contre la Syrie. Alors, je rappelle aussi que
après la défaite de 48-49, l'Égypte sera chargée de Gaza, du fait des frontières communes, et la Jordanie sera chargée de la Cisjordanie. Donc, ils ne l'annexent pas, mais ils s'en chargent. Et donc, en fait, on est en 1967. Il y a cette guerre qui sera déclenchée le 5 juin par l'État israélien contre ces pays-là. Et donc, on a une annexion massive de territoires. Le Golan, on l'a mentionné tout à l'heure, le Sinaï égyptien, la Cisjordanie, qui est entre les mains de la Jordanie, et Jérusalem-Est. Et ça, c'est complètement catastrophique par les Arabes, pour les Arabes, parce que, en fait, toute la donne géopolitique est chamboulée. Et donc, en fait, après, ce qui est aussi important de mentionner, c'est qu'après 1967, on a encore une deuxième vague de réfugiés arabes qui vont aller dans d'autres pays arabes. Et la question des réfugiés est importante, on va le voir plus tard. Donc, qui vont se réfugier dans les pays voisins. Mais ce qui est très important aussi à signaler, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies, cette fois-ci, va voter la résolution 242, qui est la base de tout le processus de paix. Et c'est une résolution qui est assez maligne, parce que dans ces deux versions, en français et en anglais, on ne dit pas la même chose. Et c'est un flou qui est délibérément laissé évidemment par les Britanniques, parce que ils se disent c'est pas grave, ça va ouvrir la porte aux négociations. Donc la version anglaise, qui est évidemment adoptée par les Israéliens, dit que l'armée israélienne doit se retirer de territoires occupés en 1967. 2 territoires. From territories. D'accord? Donc ça n'est pas tous les territoires. Et la version française dit quoi? Qu'ils doivent se retirer des territoires. Et donc, tu vois, ça laisse un gros vide. Forcément, les Arabes, ils vont forcément se diriger vers la version française. Et d'ailleurs, c'est en vertu de cette résolution-là qu'ils basent le processus de paix. Et les autres disent non. En fait, ça, on n'a jamais dit qu'il fallait se retirer de tous les territoires. D'accord? Et donc, en fait, la carte va beaucoup changer. Je vais passer la guerre du Kippour en 1973 parce que le Sinaï va être restitué. Donc, en 1973, une guerre qui est menée par les Arabes, notamment l'Égypte et la Syrie, et que finalement, Sadat, qui est le successeur de Nasser, va procéder donc il fait cette guerre justement pour négocier avec Israël. Et c'est comme ça qu'on aboutit aux accords de Camp David qui vont aboutir à la restitution du Sinaï aux Égyptiens, mais pas de Gaza. Je rappelle que Gaza était contrôlée par l'Égypte, mais Gaza n'est pas restituée, elle reste sous contrôle israélien, alors que le Golan, non, il n'est pas restitué parce que Hafez al-Assad, qui était le président de la Syrie, a refusé de négocier avec Israël. Et donc, c'est comme ça que le Golan est resté entre les mains d'Israël, annexé en 1981. Et donc, en fait, la carte va pas mal rester comme ça jusqu'en 93. Donc, 93, on a encore un nouveau remaniement. Donc, ce sont les accords d'Oslo qui vont prévoir justement une autonomie, une autorité palestinienne, une autonomie de certains territoires. Et donc, cette autorité palestinienne, elle est présidée par Yasser Arafat. La carte, donc, on va le voir aussi, la carte prévoit, donc on a Gaza, mais on a aussi la Cisjordanie de l'autre côté avec des zones A, B et C, donc divisées en zones A et B, A, B et C. Donc les zones A, ce sont des zones qui sont sous contrôle de l'autorité palestinienne. Les zones B, c'est les zones qui sont sous contrôle mixte, et les zones C qui font quand même 60% sont sous contrôle purement israélien. Et donc en fait, après ça, le processus de paix, donc c'était un espoir pour ceux qui voulaient la paix, mais après ça, le processus de paix va tomber à l'eau parce que Isaac Rabin va être assassiné par un fanatique d'extrême droite israélien. Notre cher Bibi va prendre le pouvoir en 1996.
Et donc, il va geler tout ça, il va réautoriser la colonisation, et donc on va voir des colonies qui vont pousser comme des champignons en Cisjordanie. Et puis, donc en fait, on va voir que ce processus de paix, c'est un échec. Il était déjà pas très accepté. Il le sera de moins en moins parce que ça va susciter la colère de part et d'autre. Et donc voilà. Depuis, alors, ce que je peux dire, j'ai beaucoup parlé, excuse-moi. C'est Depuis, nécessaire pour comprendre le fil de l'histoire là-dessus, puis le fil narratif. Je suis certain que les gens ont vraiment apprécié d'avoir un survol complet. mais ce n'est pas fini. On n'est pas sorti de l'auberge. Tout ça pour dire que le processus de paix et donc la possibilité de créer un État palestinien est devenu quasi impossible pour plusieurs raisons. Donc, on a des acteurs qui changent. Donc, avant, si on a remarqué jusque-là, il y avait des États arabes et il y avait l'autorité palestinienne quand même qui était en charge de ce dossier-là. Mais depuis, on a eu de plus en plus d'acteurs non étatiques, notamment islamistes, donc comme le Hamas, qui ont pris le relais. On a la bande de Gaza qui, certes, a connu un retrait en 2005 de l'occupation israélienne, mais après 2005, on a eu le Hamas qui a été élu en 2007, début 2007, je crois, et depuis, donc, blocus, guerre sur guerre. Du côté de la Cisjordanie, on a eu la construction du mur, on a du territoire qui a été grignoté. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que Israël fonctionne toujours sur le modèle du fait accompli. Donc, blocus, grignotage, on a Israël qui bafoue les lieux saints. Donc, on a eu les intifadas, on a eu la démolition de maisons et j'en passe. Hein. Donc, je pense que les gens sont au courant de tout ça. Et dans ce climat-là, personne n'a envie de faire la paix. Ça, c'est de un. Donc, ou alors très peu sont ceux qui ont envie de faire la paix parce que de part et d'autre, on se prend pour des terroristes. Les Palestiniens prennent les Israéliens pour des terroristes parce que ce qu'on voit n'est pas du tout digne d'actes humains. En tout cas, aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza. Et en Cisjordanie, on parlera beaucoup plus tard de la Cisjordanie parce que la vie n'est pas belle en Cisjordanie non plus. Et puis, d'autre part, on a des Israéliens qui accusent les Palestiniens de terrorisme et donc on ne s'en sert plus. Donc il y a eu certes d'autres propositions de paix. Je pense par exemple en 2000 à la proposition du prince héritier saoudien de l'époque qui est après devenu roi, le prince Abdallah, qui a appelé justement à la reconnaissance de l'État d'Israël en échange des frontières de 1967. Et puis, il y a eu le fameux plan de paix de Donald Trump en 2000, 2020, qu'est-ce que je raconte? Et alors là, c'est un plan qui est complètement, je veux dire, aberrant. Parce que en fait, il demande aux Palestiniens de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Il demande aux Palestiniens de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et que eux, leur capitale serait un petit faubourg à l'est de Jérusalem-Est. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Alors évidemment, la souveraineté sur la vallée du Jourdain, donc la question de l'eau, ça c'est encore un autre dossier très important. Donc la souveraineté israélienne sur à peu près 30% de la Cisjordanie et la vallée du Jourdain. Alors aucun droit au retour des réfugiés. Et puis surtout, on le verra sur la carte, c'est que il n'y a pas vraiment de continuité territoriale. Il serait relié par une sorte. Mais il me semble que cette proposition de paix, au fond, était un symbole de la posture israélienne, essentiellement. Alors que les propositions de paix et les propositions de reconnaissance d'État palestinien, jusqu'ici, un peu un artefact du fait qu'Israël voulait même pas avoir la discussion, étaient largement issus de la communauté arabe et puis, on pourrait dire, des Palestiniens eux-mêmes qui avaient des propositions à qu'est-ce qu'on désire comme frontière, qu'est-ce qu'on estime comme posture et raisonnable comme base de négociation. On a vu avec le processus Trump, Jared Kushner également, qui était très impliqué dans tout ça, qui sont arrivés vraiment avec une proposition qui, oui, est très répréhensible au sens moral de la chose et historique, mais dans le sens pratique et pragmatique, c'était probablement le plus compatible avec la réalité sur le terrain, au sens où on parle de la discontinuité justement entre les communautés palestiniennes en Cisjordanie. C'est une réalité sur le terrain. Donc, c'est un peu ce qu'on mentionnait tout à l'heure par
si on imagine un État palestinien dans l'espace qu'il occupe actuellement, ça ressemble beaucoup à la proposition qui avait été faite par l'équipe Trump en 2020-2021. Donc, alternativement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure d'entrée de jeu, si on va ailleurs et qu'on dit, ben non, on veut une autre forme d'État palestinien, alors ça demande un retrait d'Israël de zone déjà occupée. On demande beaucoup de conditions impossibles aux Palestiniens. On leur demande, par exemple, de renoncer à toute forme de terrorisme. Terrorisme, je le mets entre guillemets parce que c'est un mot qui est vraiment un peu fourre-tout. Tout peut être, moi, je peux être considérée comme étant terroriste parce que je dis que les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination, par exemple. C'est un mot vraiment qui est un peu un mot bateau où on met un peu tout dedans. Et donc, par exemple, la définition du terrorisme pour les Palestiniens ne serait pas la même pour un Israélien modéré et ne serait pas la même pour un Israélien d'extrême droite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, on leur exclut beaucoup de droits. Finalement, on rend la chose quasi impossible. Donc pourquoi j'ai fait toute cette digression historique? Parce que je pense que c'est important de partir de l'histoire pour comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une véritable impasse et qu'il y a le problème des frontières, il y a le problème de l'autorité même. Donc on oublie souvent que la définition juridique d'un État, c'est population plus gouvernement plus territoire égale frontière. Donc, tout ça, c'est très flou. Puis justement, comment les Palestiniens eux-mêmes définissent la reconnaissance d'un État palestinien? Est-ce qu'on imagine une Palestine qui cohabite avec Israël? Juste ça, c'est une posture qui est pas partagée. Les Israéliens ne veulent pas de ça. Je pense que les Israéliens ne veulent pas de ça. Ben, c'est que ça risque de nuire. Surtout l'initiative actuelle proposée par la France, le Canada, le Royaume-Uni, risque de nuire à la posture palestinienne dans l'éventualité où on reconnaît actuellement la Palestine dans ses frontières actuelles et on dit, ben voici ce que vous contrôlez, voici ce qui vous appartient. Ça fait un peu contenir puis emmurer le territoire palestinien à ce qu'il est actuellement et rien de plus. On est en train essentiellement de le couler dans le béton et de dire, ben mais en fait, je pense que les Palestiniens aujourd'hui, ça n'est pas leur souci d'avoir un État palestinien. Leur souci, c'est d'avoir à manger. Leur souci, c'est de vivre dignement. Leur souci, c'est qu'on arrête de les bombarder. Il y a des ONG fantastiques qui font de très belles affiches. Et à l'époque, je pense, je sais plus, c'était il y a quelques années, c'est une affiche où on voyait un enfant et il disait pas j'ai 14 ans, il disait j'ai 4 ou 5 guerres. Donc leur vie, elle est rythmée par les guerres. Quand on entend les Palestiniens, moi je regarde des trucs en arabe à la télévision, on demande à un enfant palestinien qu'est-ce que tu veux faire quand tu grandis? Et le petit répond nous on grandit pas, on meurt. Donc je pense que ce que les Palestiniens veulent avant tout, c'est arrêter de mourir, c'est arrêter d'être massacrés, c'est pouvoir manger et pouvoir vivre dignement. Les questions juridiques, je pense que le commun des Palestiniens, le commun des mortels comme toi et moi, je pense que ça n'est pas sa préoccupation majeure. Les questions humanitaires passent avant tout. Ce qui nous amène à discuter un peu plus de la possibilité de nuisance, à quel point ça pourrait être problématique que de reconnaître un État palestinien actuellement, parce que je pense à Israël, surtout à la posture de Netanyahou. Netanyahou, premier ministre israélien, qui a déclaré à plusieurs occasions, presque à chaque cycle électoral, en fait, va répéter « No Palestinian state under my watch ». Jamais un État palestinien sous ma supervision. C'est un engagement qu'il maintient encore aujourd'hui. Et là, on dit du côté, comment c'est configuré? C'est vraiment ce qui est un peu un piège là, pour les Palestiniens là-dessus, et presque une invitation pour Israël. C'est qu'on dit, on va reconnaître la Palestine, un État palestinien, à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. On est en train de télégraphier essentiellement à Israël qu'ils ont un mois devant eux pour soit calmer puis arriver à une forme de détente ou soit redoubler d'ardeur et vraiment accomplir l'entièreté de leurs objectifs stratégiques, tant dans Cisjordanie qu'à l'intérieur de Gaza, au cours des 30 prochains jours. Parce Cisjordanie, rappelons-le, qui a été déclarée comme étant sujette à annexion.
n'est-ce Absolument. pas? Oui, par le Donc, Parlement israélien très récemment, exact. voilà, exactement. Donc, Gaza, on l'a rasé. On fait tout pour repousser les Palestiniens, pour procéder à un transfert de population. Cisjordanie, que la Knesset, dont la Knesset, pardon, approuve l'annexion. Donc, quel État, quel territoire? Encore une fois, je répète, c'est bon diplomatiquement, mais sur le terrain, ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Tu vois ce que j'ai bien de la peine, j'ai l'impression là-dessus, on doit sortir notre prisme parce qu'on analyse la décision à travers le prisme de la question israélo-palestinienne. Et je pense que c'est peut-être le mauvais prisme, aussi contre-intuitif que ça semble. La décision britannique, française, canadienne, très spécifiquement canadienne, semble être motivée par des prétextes géopolitiques vis-à-vis Washington, beaucoup plus que vis-à-vis Israël et la Palestine. Je prends l'exemple du Canada. On viendra plus tard à la France. Mais pour le Canada, c'est vraiment une opportunité fantastique parce que d'emblée, tu l'as mentionné, ça ne change rien sur le terrain. C'est pas le Canada parmi les 150 pays additionnels qui va, de par sa reconnaissance, changer la situation et créer un État palestinien. Cela étant dit, ça accomplit une pierre deux coups d'une certaine manière. Ça accomplit deux fonctions. La première, c'est de nous distancer des États-Unis, de montrer que sur les questions de politique étrangère, on est en mesure de s'éloigner et d'être désirable, qu'il y a un coût à perdre le Canada dans sa coalition diplomatique. Et additionnellement, ben, ça vient vraiment matérialiser, si on veut, le rapprochement très théorique qu'on avait vu jusqu'ici entre le Canada et l'Europe. Et oui, justement, le Royaume-Uni et la France. Alors là, je regarde tout ça à travers ce prisme et je me dis pour le Canada, dans le fond, c'était low cost, high reward. Même chose pour la France, on se présente comme leader, on est un peu celui qui coalise tout le monde et qui rassemble tout le monde, alors qu'au fond, ça ne change rien sur le terrain. La relation avec Israël était déjà exécrable. Le Royaume-Uni, là-dessus aussi, on cherchait à se distancer du reste du bloc européen. J'ai l'impression que le meilleur prisme pour regarder tout ça, c'est plus à travers les intérêts individuels des pays qui ont levé la main et qui ont vu une fenêtre stratégique pour avancer leurs propres intérêts, plutôt que ceux de la cause palestinienne, qui est là-dessus très accessoire. Malheureusement. Malheureusement, même si je pense que c'est pas à négliger, mais c'est comme ça. J'avais un prof de philo en terminale qui disait que la politique, c'est pas pour les enfants de cœur. C'est exactement ça. Donc, la clé ici, c'est vraiment les États-Unis. Encore une fois, j'imagine qu'on se rend compte après chaque discussion sur Israël, ça devient un peu à tourner en rond, puis ça devient un peu pointless parce que il n'y a rien qui va se passer sans Washington. Washington ne veut rien savoir. On voit déjà les États-Unis qui se bouchent le nez et qui se plaignent de la décision de leurs alliés. Donc, on comprend qu'il n'y a rien qui va changer du côté de la décision de Washington. On va maintenir quand même une non-reconnaissance de la Palestine, même qu'on déclare les décisions britanniques, françaises, canadiennes comme étant reckless, dangereuses, irresponsables. On dit qu'on aurait dû échanger ces concessions pour justement des concessions palestiniennes. On dit on fait une concession majeure et permanente. Ça devrait être extrait de concession majeure et permanente de la part du Hamas ou de l'autorité palestinienne ou même d'Israël lui-même. Donc là-dessus, il semble que les États-Unis ne sont pas du tout sur le point de bouger. Et tant qu'on n'a pas les États-Unis, ben, il n'y a rien du tout qui va bouger. Même si on a eu quelques déclarations d'indignation quand même américaines, mais il reste quand même assez lié à la posture israélienne. C'est ce qui est fascinant, c'est que j'en parlais le pire dans une revue de presse récemment. S'il y a un président dans l'histoire des États-Unis qui aurait eu la latitude politique, idéologique et électorale pour y aller d'une reconnaissance de la Palestine, ça aurait probablement été Donald Trump. Au sens où on sait que Washington, de manière générale, est aligné avec Israël de manière unanime et absolument indéfectible. S'il y a une personne qui est capable de flotter sur les consensus de Washington et un peu gouverner indépendamment de tout ça et de briser des codes et de briser des normes, ça aurait été Donald Trump. Donc, paradoxalement, en l'occurrence, actuellement, il est acquis à la cause israélienne, bien sûr, mais il y a quand même un certain nombre de décisions qu'il prend qui vont directement à l'encontre des intérêts israéliens sur la question de la Syrie, etc., sur même l'Iran récemment. Il n'est pas toujours entièrement acquis à la cause israélienne. Donc, il y a un scénario, il me semble, pas complètement irréaliste dans lequel Trump, comme on l'a vu avec Elon Musk, pourrait avoir un conflit personnel sur Netanyahou,
jusqu'à justement très récemment Oui, où on se oui. balançait des insultes parce que le cessez-le-feu tenait pas, qu'on trouvait qu'ils bombardaient n'importe quoi quand on a relancé les bombardements sur la Syrie. Donc, il me semble pas trop tirer par les cheveux qu'avec la fenêtre historique qu'on a devant nous, les États-Unis auraient pu, dans une autre dimension, là, où un président Trump aurait pu se rallier à ce mouvement, et là, on aurait vraiment, écoutez, un tremblement de terre géopolitique, et je ne comprends pas pourquoi, encore à ce jour, Trump, c'est le dernier consensus washingtonien auquel il est acquis. C'est le dernier. Tous les autres, il les a tous balancés par les fenêtres, gouvernent comme s'il n'existait pas, comme s'il était le premier président, mais sur la question israélienne, embrasse littéralement les 60 dernières années de politique étrangère américaine. Donc, là-dessus, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de rupture là-dessus. Ma réponse risque d'être trop longue, donc je ne vais pas te la donner maintenant, mais je pense que c'est cet attachement organique des États-Unis à Israël est dû à un certain nombre de considérations, notamment idéologiques, et qui n'est pas négligeable aux États-Unis et dans les différentes administrations américaines, quoi qu'on le dise, mais aussi économique et politique. Donc, on laissera ça pour une autre fois. Voilà. Merci mille fois, Lama. Mais voilà là où on en est. Fantastique, vraiment, comme exercice. On devrait faire ça plus souvent. Laissez vos commentaires, suggestions, si vous avez des propositions de sujets, de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Vous voyez, Lama est extrêmement versatile et très verbomoteur. Donc, peu importe ce qu'on a comme thème, je suis certain qu'on peut avoir des discussions extrêmement intéressantes avec beaucoup de nuances, surtout. Donc, propositions, suggestions, écrivez-nous ça dans les commentaires. D'ici là, Lama, je te remercie mille fois. On se revoit très bientôt. Et nous, bien d'ailleurs, c'est notre prochain documentaire, hein, c'est sur la question israélienne, justement. Lama a travaillé très fort là-dessus, d'ailleurs, au cours des derniers jours. Donc, vous avez un scoop. Notre prochain documentaire s'intitule justement « Comment Israël contrôle les États-Unis ». C'est une grosse question en géopol, mais ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus, qu'on avait envie de traiter le dossier. On a vraiment une belle opportunité. Alors, ça s'en vient très bientôt, en fait, au cours des prochaines semaines sur 7 jours sur Terre. Merci à tous d'avoir été là. À la prochaine fois. D'ici là, je vous aime, semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous pensez qu'on le mérite, laissez-nous une mention j'aime ou un commentaire, ça nous aide énormément. Et si vous voulez plus de contenu de 7 jours sur Terre, vous pouvez devenir membre exclusif à partir de seulement $1 par mois et débloquer l'accès à du contenu additionnel comme la revue de presse, une émission de plus d'1 heure à tous les mardis où on revient ensemble sur les grands dossiers de la géopolitique et de l'actualité internationale, tout ça dans un format beaucoup plus léger et décontracté. Du fond de mon cœur, je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt à notre prochaine revue de presse.